Bonjour à tous. Dans ce troisième podcast, nous allons parler de fonctions à valeur complexe. Alors, on va commencer par les fonctions les plus simples à valeur complexe. Ce sont des fonctions à argument réel, mais à valeur dans C, donc à valeur complexe. Donc ces fonctions, on peut les écrire comme ceci, donc f de t égale p de t plus i q de t, avec p et q, deux fonctions habituelles d'une variable réelle. Okay, et donc p de t, c'est la partie réelle de f de t, et q de t, c'est la partie imaginaire de f de t. Alors vous en connaissez une qui est très connue, que vous avez déjà pas mal manipulée, c'est l'exponentielle complexe, l'exponentielle de it, c'est égal, vous le notez en général 6 de t, mais la façon la plus commode de l'écrire, c'est cosinus t plus i sinus t. Donc, l'exponentielle de it, sa partie réelle, c'est cos t, sa partie imaginaire, c'est sin t. Donc, une fonction comme ceci, quand on veut étudier sa continuité, ses limites, quand on veut l'intégrer, on peut tout à fait se référer à ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les fonctions d'une variable réelle. Et en fait, il suffit de regarder partie réelle, partie imaginaire de façon séparée. Donc, par exemple, l'exponentielle de it est une fonction de r dans C qui est continue, dérivable et qui possède une limite pour toute variable, pour toute valeur de t. Ok, donc c'est donc t dans R. Donc ici, on n'a absolument rien à ajouter dans la théorie de l'analyse pour comprendre ces fonctions de R dans C. Donc c'est quelques slides ici, je vais aller assez vite, je vais les dérouler. Okay, on donne par exemple la définition dans le livre de la dérivée d'une fonction de R dans C. Eh bien c'est la même définition que dans R, sauf que on va prendre on va calculer la dérivée de la partie réelle et la dérivée de la partie imaginaire. Donc, la dérivée de la fonction f, c'est la dérivée de la partie réelle, plus i fois la dérivée de la partie imaginaire. Donc f' de t égale p' de t plus i q' de t, dans l'hypothèse évidemment que p et q sont deux fonctions dérivables. De la même façon, si je veux intégrer de a à b f de t dt, j'ai le droit, si je vais intégrer une fonction à valeur complexe, donc je vais avoir une intégrale dont le résultat est possiblement un nombre complexe, et ça va me donner l'intégrale de a à b de p de t dt, plus l'intégrale de a à b de q de t dt fois i. Voilà, donc on n'a absolument rien du tout à inventer de nouveau par rapport à ce que vous connaissez quand on parle d'une fonction à variable réelle, mais à valeur complexe. Variable réelle, valeur complexe. Donc, vous pouvez considérer que tout ça, il n'y a rien de nouveau. Sauf qu'évidemment, on peut imaginer un cas un peu plus élaboré. Ce seraient les fonctions à variable, d'une variable complexe, z, à valeur dans les complexes, elles aussi. Ces fonctions, on les appelle en général f de z. Donc ici, ne vous trompez pas, la notion même de continuité et de dérivabilité de ces fonctions-là est tout à fait nouvelle. C'est quelque chose qui est tout à fait différent de ce que vous avez vu jusqu'ici et qui sort du cadre de ce cours. On a quand même besoin d'une de ces fonctions-là, c'est pour ça qu'on va en parler un tout petit peu. Donc c'est pour ça que je vais faire juste une toute petite introduction à ces fonctions d'une variable complexe en définissant de façon rigoureuse la notion de dérivée d'une fonction d'une variable complexe. Donc, comme c'est écrit ici, la dérivée d'une fonction de c dans C, okay, c'est la limite. Alors là, on va voir que ce n'est pas du tout quelque chose d'évident. Donc, limite quand h tend vers 0, h étant un nombre complexe, de f de z plus h moins f de z sur h.
Alors h, c'est quelque chose comme r, e, i, θ. Et donc, ce qu'il faut comprendre de cette limite, ce qu'on regarde, c'est, ici, on a le nombre z, ici, on a un certain z plus h, donc ici, comme ceci, donc z plus h, il est là, il est à une distance r de z, mais il est n'importe où sur ce cercle-là, en fonction de l'argument θ de h. Ce qu'on va faire quand on va prendre la limite, c'est qu'on va regarder quand la limite, ici que je définis, c'est bien la limite quand r tend vers 0 de f de z plus h moins f de z sur h. On va prendre la limite quand r tend vers 0, c'est-à-dire quand le cercle, centré autour de z, va tendre vers 0. Et évidemment, pour que cette limite existe, il faut que peu importe la direction, peu importe le θ que je vais choisir, la limite donne toujours la même valeur qui à ce moment-là sera la dérivée de la fonction f de z en z. Donc ceci est super important et c'est quelque chose de tout à fait différent de ce que vous avez vu ici. Dans le cours de maths 2, vous verrez les fonctions de deux variables, ceci c'est encore un peu plus compliqué. Maintenant, en fait, heureusement, un certain nombre de fonctions habituelles, comme par exemple z exposant m, okay, eh bien, sont, elles, tout à fait dérivables, au sens des complexes. Donc avec m, attention, égale 1, 2, 3, 4, on va voir que, à la fin de cet exposé, que si je prends un m qui est plus petit que 1, par exemple racine carrée de z, eh bien, les choses peuvent aussi être plus compliquées, mais d'une autre façon. Donc, regardons par exemple l'exemple de z cube. Z cube. Donc, il y a z renvoie le cube de ce nombre complexe. Eh bien, regardons ce que donne la limite quand r tend vers 0 de z plus r e i θ au cube, ça c'est z plus h au cube, moins z cube sur h, mais h c'est r e i θ. Ce que je voudrais, c'est que j'obtienne une valeur qui soit indépendante de h. Si elle dépend de h, ça ne marche plus. Donc, la fonction n'est pas dérivée. Essayons. Donc ça va faire la limite quand r tend vers 0 de z cube plus 3z carré fois r e i θ plus 3z r carré e i 2θ, parce que évidemment je mets au carré, voilà, plus r cube, je n'ai plus assez de place, r cube fois e i 3θ, moins z cube, okay, le tout divisé par r e i θ. Vous avez bien compris que tout ce machin-là, c'est le numérateur qui vient dans la limite. Donc la limite, on obtient donc la limite quand r tend vers 0. Les z cubes s'entretuent. Ici, on a un r carré et un r cube qui, quand ils vont venir avec le r ici, vont faire en sorte que quand je fais tendre r vers 0, ces termes-là vont tendre vers 0. Tout ce qui reste, c'est en fait ce terme-là. Et donc ça va me donner 3z carré r e i θ divisé par r e i θ, ce qui fait 3z carré. Donc la dérivée de z cube, c'est 3z carré, tout à fait la même chose que ce que vous obteniez quand vous êtes dans une variable réelle. Donc on a bien que z exposant m', c'est m-1, c'est m, excusez-moi, m fois z exposant m-1. Rien de nouveau sous le soleil pour cette fonction-là. Vous dites, ça a l'air quand même relativement simple, ces fonctions-là, il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil. Eh bien, détrompez-vous. Prenons maintenant une autre fonction qui va vous paraître aussi simple que l'autre. Prenons f de z égale z bar, donc le complexe conjugué de z. Okay, donc qui fait correspondre par exemple f
de x plus i, y égale x moins i, y. C'est une seule fonction, parce que chaque complexe a un seul complexe conjugué, mais est-ce que cette fonction est dérivable ou non? On va employer la même technique, hein. On va se dire, tiens, je vais donc dire, limite, quand r tend vers 0, de z plus e i θ fois r bar, donc ça c'est z plus h bar, donc fonction appliquée à z plus h, moins z bar divisé par r i θ qui est h. Alors, je vous rappelle, okay, que quand vous avez ici votre h, qui est égal à r i θ, h bar, c'est le même, mais avec moins θ. Donc h égale, excusez-moi, si j'ai h qui vaut r e i θ, h bar égale r e i moins i θ. H bar. Et donc, regardons ici, on a donc la limite quand r tend vers 0, donc quand j'ai deux nombres complexes, la somme de deux nombres complexes, donc je prends le conjugué, c'est la somme des conjugués évidemment, donc je vais avoir z bar plus r e moins i θ moins z bar sur r e i θ. Ça me donne quoi? Les z bar s'entretuent, et on va obtenir les r s'entretuent, et on obtient e moins 2 i θ. Donc évidemment, en fonction du θ que je vais choisir, mon complexe conjugué, ma limite va être différente. Et donc ma dérivée n'existe pas. Donc cette fonction, aussi simple qu'elle puisse paraître, donc la simple fonction où on prend le complexe conjugué de z, mais cette fonction n'est pas dérivable au sens des complexes. Donc on voit ici toute la subtilité et la difficulté d'étudier les fonctions d'une variable complexe. Vous étudierez ces fonctions dans le cadre du cours LEPL 1103, équation dérivée partielle, analyse complexe, donc f de z. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a quand même une fonction dont on va avoir besoin de façon, je dirais, récurrente, c'est f de z égale l'exponentielle de z. Alors, je ne vais pas vous expliquer, ce n'est pas si facile que ça de montrer que cette fonction est bien dérivable au sens des complexes. Donc, la démonstration qui est dans le cours, donc qui est dans les notes, dans le bouquin de l'Axe éthérel, cette démonstration, en fait, okay, fait intervenir ce qu'on appelle des séries de Taylor. Et les séries de Taylor, vous les verrez dans quelques semaines. Donc, je vous rappellerai ça dans quelques semaines. Quand on aura vu les séries de Taylor, nous pourrons prouver que, eh bien, f'z, c'est bien l'exponentielle de z, exactement comme dans les règles. Alors, l'exponentielle de z, évidemment, c'est l'exponentielle de x plus iy, okay, avec, excusez-moi, x plus y, donc c'est l'exponentielle de x plus fois, excusez-moi, voilà, fois l'exponentielle de iy. Et on a vu il y a quelques diapositives plus haut que l'exponentielle de y, eh bien, c'est le cosinus de y plus i sinus y. Donc, l'exponentielle d'un nombre complexe, c'est bien égal à sa partie réelle. C'est l'exponentielle de la partie réelle de l'argument z, et la partie fois cosinus y, et la partie imaginaire, c'est l'exponentielle de x fois sinus y. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction-là, cette exponentielle-là? Eh bien, c'est qu'elle va nous être extrêmement utile quand on va étudier ce qu'on appelle des équations différentielles ordinaires. Donc, j'ai voulu juste vous introduire cette fonction-là. Donc, l'exponentielle complexe va nous servir
à réellement travailler sur ce qu'on appelle des équations différentielles ordinaires. Je pense qu'on commencera cette matière dans 5 ou 6 semaines, donc après l'interrogation de mi-quadripètre. Voilà, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté.